Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 23e, déjà ça file, épisode de Cold Facts. Un épisode spécial qui s'intercale un peu dans l'actualité, après des joueurs de Genève, après Andrei Bikov, après même Tristan Chervet que nous avons rencontré il y a peu. Et ben, nous avons eu la chance de passer plus de 3/4 d'heure avec un joueur du Lausanne Hockey Club. Il s'agit de Joël Genadzi. Avec le numéro 79 des Lions, on est revenu sur sa carrière, sur ses moments passés en équipe de Suisse, sur sa transformation d'attaquant à défenseur, et puis aussi sur une cause qui lui tient particulièrement à cœur. Salut Greg. Salut Jean-Fred, on continue le tour des médaillés d'argent de Copenhague, il me semble. Exactement, on a la chance, le privilège d'être avec un joueur lausannois, ça manquait un petit peu à notre palmarès, si je puis dire. Il est depuis 2013 à Lausanne, il a participé à 3 championnats du monde, 2017, 2018, 2019, comme tu as dit, vice-champion du monde avec l'équipe de Suisse à Copenhague. C'est Joël Genadzi. Salut Joël. Salut Jean-Fred. J'aurais dû dire Joël. Joël Genadzi. Comment ça va? Ouais, ça va bien, merci. Toi aussi? Alors super, on est vraiment très heureux de t'avoir. Bah voilà, on se demandait à qui on voulait parler à Lausanne, parce qu'on a fait des Genevois, on a fait un Fribourgeois, on n'a encore pas fait de Biennois, ça va venir, mais on ne sait encore pas quand. Après, on a regardé, parce qu'on s'est dit, mais c'est toi qui fais partie des meubles à Lausanne, donc c'est évident qu'il fallait parler avec toi. Ce rôle de vétéran à Lausanne, finalement, tu le vois comment? Ouais, tu fais partie des meubles, toi, tu as connu toutes les patinoires, en fait. Ouais, bah déjà, merci pour l'invitation. Et puis Plaisir. après, je pense qu'il y a Étienne, Benjamin et moi qui ont fait tous ces patinoires. Yannick et Ren aussi, Nodari, je pense. On est plusieurs, mais ouais, ça fait du plaisir d'être à Lausanne depuis 2013. Et puis, on a tous un grand but ensemble, le club, les joueurs, et puis on essaye de grandir encore plus. Tu parles de grandir, tu as un peu grandi avec le club, finalement, on peut dire quand tu es arrivé à Lausanne, tu n'étais pas un international. Lausanne a grandi, tu es devenu un international. Comment tu vois les deux trajectoires, finalement, là, elles sont assez liées? Ouais, déjà, on m'a un peu vendu la vision du club quand je suis venu, et puis après, quand je voulais rester, et puis je pense que le club, ils ont fait qu'est-ce qu'ils ont dit, et puis après, ça à l'équipe aussi de grandir, personnellement aussi d'avoir ces mêmes buts, et puis je pense que j'ai eu beaucoup de confiance des entraîneurs qui étaient là, du club aussi, de Jan Alsten, et puis après, tu veux redonner en fait la confiance, et puis donner un peu des résultats. Donc moi, je suis très fier d'être dans ce club depuis 2013, et puis ouais, on n'est pas encore arrivé au top, mais c'est ça le but commun, et puis c'est ça qui est beau. Si je me rappelle bien, quand tu arrives, tu es attaquant, encore. Je dirais non. Ou tu es juste déjà défenseur à Langnau à la fin? Moi, je dirais qu'il est défenseur. Je dirais que c'est John Foust qui t'a fait changer de poste, comme ça, de tête. Ouais, c'est assez compliqué. Je pense que j'avais 3 saisons à Langnau. La première, c'était plutôt défenseur. La deuxième, j'ai changé tous les matchs. Et puis la troisième, c'était de nouveau plutôt attaquant à la fin. Et puis, comme il y avait John aussi à Lausanne comme assistant avec Heinz Sellers et puis Yann, ils m'ont dit après 2-3 matchs de préparation que ça va être le poste de défenseur offensif. Mais comme la première saison, c'était vraiment une saison défensive avec le mur de Moncristo, qui lui-même déjà était en mur. Donc ouais, c'était un peu une saison dure au niveau de shoot ou bien d'avoir des occasions, mais c'était une belle expérience de faire ces playoffs dans la première saison. Parce que toi, tu es un centre de formation, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est juste. Ouais. Si on refait un peu ton parcours, junior à Cloton, Oui. Puis après, Gauthieron, Oui. T'es passé même en Ligue B à l'époque, hein, c'était à Neuchâtel, Viège, Langnau et Lausanne, exact. C'est ça? Aussi en première ligue avec les avec Bidding Gain, Bulls. ouais. Faut Et pas il y oublier. a ce match, moi je me rappelle, en fait, une des premières fois où je t'ai vu jouer avec la première équipe de Fribourg, c'était un match où Julien Sponger était absent. Et en gros, on avait dit, bah voilà, celui qui va remplacer Julien dans la première équipe, c'est Genadzi. Tu te souviens de ça? C'est quand même des grandes chaussures à remplir, on va dire, pour traduire une expression anglaise. Ouais, Julien, c'était déjà un grand leader quand j'étais jeune dans cette équipe. Il avait 20 ans, je pense. Et puis, on a déjà pu beaucoup apprendre de lui. Les jeunes comme André et moi, et puis aussi Loper, etc. Et puis, ouais, il était blessé. J'ai pu jouer un match. Je pense de ces matchs que j'ai fait à Fribourg dans 3 saisons, c'était avec André et puis Benny Plus. Et puis c'était un peu le seul match que j'ai fait dans les premiers 3 blocs pendant ce temps à Fribourg. Et puis c'était vraiment génial de jouer avec André déjà. Je le connaissais déjà depuis longtemps. Et puis on a été des bons amis. Et puis Benny, il était vraiment un bon travailleur. Et puis c'est clair que tu ne peux pas remplacer Julien. Donc là, il ne faut pas rêver de ça. Mais c'était une bonne expérience pour moi. Puis j'ai vu aussi que je n'étais pas encore prêt.
Surtout comme ailier, j'arrivais pas, j'étais pas assez rapide, je lisais pas le jeu comme il fallait le lire. Et puis, après dire de remplacer Julien, je pense qu'il y a personne qui peut faire ça en Suisse, même maintenant encore. Donc, c'est un très bon joueur. J'ai une question, justement, je profite du petit passage fribourgeois. C'est Hugo Musso qui dit: est-ce que tu as un intérêt de revenir à Fribourg une fois dans ta carrière? On rappelle que tu as un contrat avec Lausanne jusqu'en 2022. Exact. Hein, ça fait encore donc 2 saisons après celle qui est en train de se terminer là. Oui. Bon, déjà, si je peux rejouer après ces 2 saisons qui viennent, je peux être content. Il y a beaucoup de blessures dans la carrière, beaucoup de commotions. Donc moi, mon focus, il est vraiment classique de joueur de hockey. C'est le match d'après, c'est la saison d'après. Et puis, je suis avec Lausanne. Et puis ça, c'est mon but de terminer ma carrière ici. Après, je sais pas encore si ça sera à 34 ans ou pas. Mais après, il faut regarder qu'est-ce que je vais faire dans le futur. Ma copine, elle vient de Gand, donc ça fait longtemps qu'on est ensemble. Ça, on a toujours des relations avec Fribourg ou avec Gand, mais de jouer à Fribourg, pour l'instant, c'est vraiment pas en question. C'est vraiment que Lausanne qui compte dans ma carrière. Mais tu penses déjà, on a aussi des questions sur l'après-carrière. Tu réfléchis déjà? Ouais, c'est clair que c'est le moment, je dirais à 29-30 ans, tu commences à réfléchir qu'est-ce que tu veux faire après le hockey, parce que tu sais que ça va être fini un jour. Et puis après, c'est à toi de te préparer. Je fais des conseils de formation. J'ai fait des cours d'entraîneur, mais je ne sais pas encore vraiment à 100% qu'est-ce que je vais faire. Mais je ne sais aussi pas où je vais habiter. Ma copine, comme je dis, elle vient de Gand. Moi, on a fait presque tous les derniers 7 ans ici à Lausanne. J'ai grandi à Zurich, donc on ne sait pas encore trop où on va aller après le hockey. Donc c'est des bonnes questions quand on ne sait pas encore la réponse. J'imagine que durant ta carrière, 12-13, il y a la relégation avec Langnau. J'imagine que c'est pas forcément en parler trop longtemps, ça devait être assez compliqué à vivre. Mais derrière, tu as Langnau qui tombe. Toi, ton but, c'est de jouer en haut. Le club doit se reconstruire. C'est là où Lausanne vient te chercher. Toi, à ce moment-là, tu étais déjà dans ce genre de réflexion à dire je sais pas si je vais pouvoir continuer, si un club va vouloir de moi finalement, ou ça s'est jamais posé cette question? Bon, déjà de faire une relégation comme ça, quand tu as un grand contrat dans cette équipe, et puis un jour à l'autre, tu as 25 joueurs qui ont plus de contrat, qui ont plus de, je dirais, appartement à vivre dedans, c'est assez difficile. Moi, j'avais encore 2 commotions dans cette saison, donc je n'étais pas au top, et puis c'était vraiment difficile ce temps-là. Puis après, j'ai eu la chance que Jan Alston, il a directement appelé mon agent. Comme on était 25 joueurs sur le marché, il a pu choisir de 25 joueurs, et puis j'étais chanceux que Lausanne, ils étaient intéressés. Puis comme j'avais une histoire avec cette ville, mes grands-parents qui habitaient là, ma mère, elle a grandi ici dans cette ville, j'avais toujours un peu la relation avec cette ville. C'était toujours un peu une ville dans mon cœur, et puis c'était assez facile de prendre cette décision, mais c'était la décision entre Langnau en Ligue B et Lausanne en Liga. Donc c'était difficile aussi de dire non à Langnau, parce que c'était quand même c'était de belles années là-bas. Et puis quand tu perds comme ça, c'est difficile à dire non, et puis partir, et puis regarder pour toi-même en fait, parce que c'est ta carrière à toi. J'ai joué 3 saisons en Ligue B, comme tu as dit, pour aller en Liga, puis après j'ai réussi ça, puis après je voulais pas de nouveau aller en Ligue B. Donc c'était difficile ces temps-là, mais j'étais très content que Lausanne, ils m'ont donné une chance pour venir ici. Tu dis, il y a une vision qui t'a été proposée par Jan Alston, mais tu dis après 3 matchs de préparation, on te dit c'est défenseur. Mais à ce moment-là, au moment où Jan Alston te vend le projet, te dit viens chez nous Lausanne, il te parle déjà de cette opportunité-là ou de cette option-là, ou c'est vraiment venu avec le coach? Non, déjà, j'ai parlé à Jan, et puis il m'a dit il veut m'engager comme un gars qui peut jouer du powerplay, un peu classique des managers, quoi. Il te donne les mots pour y croire que tu peux jouer en powerplay, etc. Mais c'était très gentil. Et il m'a dit qu'il me voit classique dans un des premiers des blocs, soit en défense, soit en attaque. Mais après, c'était clair que c'est à moi de montrer à Hiller, c'est à Fous que je veux jouer offensive et puis que je veux avoir cette place. Après, le camp d'entraînement, il commence, puis après, c'est à toi de montrer qu'est-ce que tu sais faire. Et après, ils m'ont mis aux défenses au début pour tester ça. Puis après 2-3 matchs, ça allait vachement bien. Puis il y avait plusieurs défenseurs, on ne savait pas s'ils peuvent jouer en Liga ou pas. Ils étaient longtemps en Ligue B avec Lausanne. Et puis à la fin, on avait une belle défense quand même. Tu as appris avec Heinz Ehlers, parce que à un moment, quand il est parti, à Lausanne, c'était un peu enfin, on va revoir du jeu. Oh là là, c'était tellement du béton. Tu as parlé de 2 murs. Hein, tu disais, il y avait Christo et un 2e mur devant. Mais finalement, ça a permis à Lausanne aussi de grandir. Est-ce que tu as appris vraiment plus encore dans le jeu défensif avec un entraîneur comme ça? J'ai déjà appris à Langnau avec Alex Reinhardt et John Foust d'être un peu en défenseur. C'est clair, j'avais beaucoup des points où j'ai jamais fait des rencontres en défensivement. Comme centre, tu joues déjà assez dans la zone défense, mais comme défenseur, c'est quand même différent de faire le pas en avant. Parce que tu sais que tu as 2 défenseurs derrière, mais si tu es défenseur, tu fais le pas en avant, il n'y a personne qui t'aide derrière. Donc j'ai fait quand même beaucoup de fautes à Langnau.
Et puis, si je faisais la faute à Lausanne avec Heinz, je l'entendais assez fort. Et puis, il était vachement dur avec moi la première saison. C'était vraiment difficile. Mais je pense que lui, il m'a fait meilleur. Il m'a appris beaucoup de choses au niveau du hockey sur glace, défensivement, c'est clair. Mais il m'a aussi beaucoup appris mentalement de, je dirais, manger la merde. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais Bien sûr. Oui. j'en ai mangé. Et puis, on a plusieurs joueurs. On a pris beaucoup de la merde. Et puis, de grandir dans ces situations, d'accepter ces mots et puis pas d'être tout petit puis quand même continuer à jouer puis de faire qu'est-ce qu'il dit, ça peut t'amener aussi en avant. Puis moi j'ai fait un peu ça avec lui. Tu parles des discours des entraîneurs assez durs. Comment toi tu as vécu ce débat qu'il y a eu fin de l'année 2019 sur les coachs qui étaient trop violents? Il y a eu toutes les histoires qui sont remontées du passé, on va dire. En tant que joueur, comment on vit ça? Ou on entend ce débat qui sort? Je sais pas, comme je suis déjà un peu old school, les entraîneurs chez nous, ils étaient durs des fois, ouais, c'est clair, mais ça aussi quelque chose qui t'a poussé en avant. Il y a sûrement des joueurs qui ont craqué avec ça, qui n'ont pas pu faire une carrière à cause de ça, mais après, j'ai jamais vu un entraîneur taper un gars, par exemple. Moi, j'ai pas vu ça, j'ai vu un entraîneur prendre quelqu'un, mais ouais, après, c'est soit l'entraîneur, soit le leader qui doit réveiller le joueur quand même, et puis... c'est clair que 2-3 fois avec Heinz, c'était difficile. Il y avait quand même eu des mots assez durs, mais à la fin, c'est ça qui a fait beaucoup de joueurs de Lausanne grandir. Et puis aussi à Langnau, je pense que ce sera un peu la même chose, parce que c'est quand même un bon entraîneur. Ils ont quand même du succès là-bas. Et il arrive avec des joueurs avec un peu moins de talent, il arrive à faire une bonne équipe qui peut faire les playoffs. Donc il y a sûrement une raison que c'est un bon entraîneur. Même si c'est son style, c'est un peu avec la discipline. Mais il a raison. Moi, j'ai une question aussi, toujours dans le truc des entraîneurs. On parlait de l'équipe de Suisse en introduction. Et puis, l'assistant de Patrick Fischer, c'est Tommy Albelin, grand défenseur défensif, on va dire, en NHL avec New Jersey. Et j'ai l'impression aussi que lui, il t'a pas mal aidé. Tu as beaucoup bossé avec pendant on va dire, le mois de préparation avant le championnat du monde, où c'est là où c'est important, finalement, pour construire toute l'alchimie d'équipe. Oui, alors, un joueur comme lui... comme il était, tu peux apprendre beaucoup. Déjà, l'expérience qu'il a en box-play, ou bien même bloquer les shoots, lui, il a tout fait. Donc, pas que moi, on était plusieurs défenseurs qui ont pu apprendre beaucoup de lui, encore maintenant. Et puis, je pense que lui, il est assez important pour la Suisse, pour l'équipe de Suisse. Pour les moins de 25 ans, soit pour les moins de 20 ans, il va toujours aider. Et puis, il a tellement d'expérience et il a tellement une bonne manière de t'expliquer et de te parler. Que même Romain, il a aussi appris beaucoup défensivement. On était les deux assez différents avant qu'on a commencé à travailler avec lui. Et puis, une super paire à Paris en 2017. Là. Tout le monde se disait « Ah, mais c'est deux défenseurs offensifs ». Finalement, vous étiez à peu près la meilleure paire de l'équipe de Suisse en 2017. Oui, nous aussi, on s'est dit bon, « Qu'est-ce qui se passe là ?» Mais on est des bons amis, donc on s'est dit « On va ensemble à fond et puis on verra qu'est-ce qui se passe ». Mais on dit souvent « Minus et minus, ça fait 10 plus ». Donc c'est un peu ça qui s'est passé à Paris. Mais... Ouais, on était surpris les deux parce que déjà on croyait les deux qu'on va probablement pas être dans l'équipe et puis après à la fin on était dans l'équipe, on a pu jouer en plus et puis encore ensemble, donc c'était vraiment un moment génial avec Romain à Paris. C'est un peu la question justement, il me semblait durant cette préparation, il faut en garder un des deux, ils ont un peu le même profil même si c'est pas tout à fait exact et quand même plus physique je pense que lui, je sais pas si c'est comme si tu as cette impression aussi, mais moi j'ai puis il est gaucher et puis l'autre est droitier. Exactement, donc... il va en rester qu'un des deux. Finalement, ça s'est pas passé comme ça, mais comment ça se passe, cette période de préparation, justement, où tu sais que finalement, tu te bats contre ton coéquipier de ligne ou un de tes potes? Oui, mais déjà en Suisse, on a besoin d'un esprit d'équipe qui est vraiment au haut niveau. Donc, tous les semaines, on a une nouvelle équipe en préparation, puis tous les semaines, on est gentils ensemble, c'est la concurrence, on veut grandir ensemble, pousser ensemble, et puis avoir des jolis moments ensemble. Donc, tous les dimanches, on sait qu'il y a avoir un cut avec l'entraîneur, et puis ça, c'est assez dur. Les dimanches après les matchs, c'est assez dur. Mais de lundi à dimanche, c'est vraiment, je dirais pas la fête, mais c'est vraiment le but de grandir ensemble. Et puis avec Romain, c'est la même chose. C'est clair qu'on discute sur des scénarios, mais ça, on peut pas contrôler. La seule chose que tu peux contrôler, c'est ton match, ton entraînement. Et puis après, on verra qu'est-ce qu'il dit le coach. Mais ouais, parce que là, on a eu 5 semaines cette année-là, puis on n'était pas ensemble pendant 5 semaines, juste à la fin à Genève, jusqu'à le jour avant. Et puis c'est ça qui nous a fait un peu parler de la déception en fait qu'on va pas aller à Paris, mais à la fin on a quand même eu la confiance et puis c'était vraiment cool. Là on a parlé d'un truc chouette. Est-ce qu'il y a un grand regret parce que tu as fait partie de l'équipe à Copenhague, tu as fait partie de l'équipe à Bratislava aussi. Par contre en 2018 Pyeongchang,
T'étais de la partie à Paris, t'avais été bon avec Romain, on en a parlé, et puis tu fais pas le cut. Ça, c'est un regret de pas avoir fait les Jeux Olympiques. Ouais, c'est clair. Ça, c'était c'était vraiment dur, ça. De accepter, de ramasser ça. C'était vraiment, je sais pas comment expliquer, mais c'était vraiment difficile. Quand Fichy m'a appelé, puis il m'avait dit que j'étais piqué. Donc, s'il y a un blessé jusque là, je peux y aller. Mais après, je connaissais tous ces joueurs personnellement, puis je ne veux pas qu'un gars qui se blesse. Donc, je savais déjà que normalement, je ne peux pas y aller. Et puis, ça, c'était peut-être la plus grande déception de ma carrière. Mais après, comme tous les mois, tous les années, tu dois prendre ces opportunités. Il faut voir ça positif et puis travailler plus dur. Donc, en fait, il m'avait dit que tu n'étais pas assez fort. Et puis, je voulais devenir encore plus fort pour aller de nouveau aller à Copenhague. Et puis, à la fin, j'ai pu aller là-bas. Et puis, c'est clair que c'était vraiment difficile. Mais à la fin, ça m'a encore poussé en avant pour les prochaines saisons. Copenhague, justement, nous, on se rappelle maintenant de la médaille d'argent et que c'était une épopée extraordinaire. Nous, on a ça en tête de l'extérieur, mais on n'était pas sur la glace à ce moment-là. Toi, moi non plus, des fois. c'est vrai que tu étais des fois à côté de nous en tribune. J'étais aussi dans les gradins à côté de nous. Ouais. Mais de l'extérieur, on se dit, bah voilà, on retient surtout la médaille d'argent. Le côté positif. Quand on était dans l'équipe, est-ce qu'on arrive à voir ça déjà ou pas encore, ou comment toi tu t'analyses ce tournoi? Personnellement, c'était difficile. Déjà, comme j'ai dit, Romain, il n'était pas venu ce tournoi-là. Moi, j'ai pas pu aller à Pyeongchang, donc on savait qu'on n'était pas ensemble. Après, je ne savais pas avec qui je vais jouer. Et j'ai commencé comme 7e défenseur, et puis j'avais quand même la chance dans le powerplay. J'ai pas très bien joué ce tournoi-là. Puis après, à un moment, il y a Yosi qui est venu. Et puis après, je savais que c'est à moi d'aller dans les gradins. Puis après, j'ai vécu ce tournoi depuis l'extérieur. En fait, je me suis entraîné avec l'équipe. Et puis, on était toujours ensemble. Mais à la fin, j'ai pas pu jouer. Donc, mon rôle, c'était vraiment un rôle je dirais, d'un gars plus jeune. Normalement, il y avait Ria avec moi, des fois. Puis, il y avait aussi Gilles Sen, le jeune gardien. Donc, j'étais un peu le papa de les deux. On a dû travailler ensemble beaucoup. Mais après... j'avais beaucoup de congés, mais j'ai pu suivre quelque chose d'incroyable depuis les gradins, depuis le vestiaire à l'intérieur. Et puis, j'ai quand même beaucoup appris. À la fin, tu as quand même une médaille, mais tu n'étais pas sur la glace. Ça, c'était aussi bizarre pour moi. Et puis, ouais, c'était quand même une très belle expérience pour moi de voir les rôles différents, d'avoir aussi une fois un rôle comme ça. Et puis, ouais, après, à Bratislava, dans mon opinion, on avait presque encore une meilleure équipe. Malheureusement, on a perdu ce match assez bizarre à la fin. Et puis, donc, contre le Canada, ouais. Mais j'avais l'impression que cette équipe-là, elle était prête à faire le pas encore de plus. Et puis, malheureusement, on n'a pas réussi. Alors, on va un peu rembobiner ton fil de vie, parce qu'il y a un truc qui nous surprend, et c'est un peu le combat Team Wikipédia contre Team Elite Prospect, parce que Wikipédia dit que t'es né à Zurich, puis je sais que c'est faux, et Greg aussi, pardon. Et pas de souci. T'es né à Londres. C'est Fabrice Portman qui dit, mais alors, voilà, Londres, comment c'était? Est-ce que t'as commencé le hockey en Angleterre? Et puis quelqu'un lui dit, non, mais il est né à Zurich, donc il a changé sa question, mais alors, voilà, finalement, donne-nous la réponse. T'es bien né à Londres. Ouais, à Londres, ouais. Comment ça se fait, en fait Ouais, mon père, il a travaillé pour le tourisme suisse. Il a travaillé en Allemagne, en Autriche et en Angleterre. Et puis, moi, je suis né en Angleterre. Ma sœur, elle est née à Vienne, en Autriche, juste avant moi. Après, ils sont allés, comme j'ai dit, Angleterre. Après, ils sont revenus en Suisse à cause de moi. En fait, on était 2 enfants, donc c'était un peu trop. Mais j'ai habité là-bas une année. Donc, comme bébé, j'ai aucune idée qu'est-ce qui s'est passé là-bas. J'ai eu la belle vie comme bébé en Angleterre, mais j'ai pas de souvenirs. Donc... ouais, mais c'est vrai, je suis né à Londres, après, j'ai grandi à Zurich après, canton de Zurich. Et Londres, Angleterre, t'as quand même gardé un truc, je crois que c'est l'amour du football. T'es un fan des Red Devils de Manchester United? Oui, exact. Les voisins de nous, ils étaient de Manchester, donc c'est devenu un peu le meilleur pote de mon père en Angleterre, et puis il était fan de Man U, donc lui aussi il a pris après cette équipe, et puis après moi j'avais pas le choix avec lui. il m'a tout donné, qu'est-ce qu'il était fan, j'étais fan de la même chose après. Je crois que c'est Andrei Bikov aussi qui est fan de Manchester United, hein, c'est juste? C'est ce qu'il nous a dit, sauf erreur. Ouais. Oui. Il comprenait pas. Il se demandait si les joueurs jouaient contre le coach. Ouais. Après, il disait ouais, mais non, mais en tant que sportif professionnel, je peux pas dire ça que les joueurs jouent contre le coach. J'ai pas l'impression que c'est possible, mais ça te on a eu aussi des belles années quand j'étais vraiment petit, dans les années 90 et après. Mais maintenant, c'est un peu la crise, et puis Sir Alex, il est parti. Donc du coup, tu as arrêté de jouer à la fantasy aussi? Oui, à cause de ça? On joue la fantasy de NFL maintenant, et puis NHL, mais pas
je joue plus avec. Moi, quand j'ai Premier commencé, League. tu jouais encore et on était à la lutte une saison. Et Oui. maintenant, t'as abandonné. Je suis un peu déçu. Oui, c'était trop après tous les ligues, j'arrivais plus à suivre. Et puis, ouais, c'était surtout Itonen qui est venu de la Finlande, qui voulait faire ça avec nous. Et puis, on a fait ça avec lui. Puis après, quand il est parti, c'était un peu mort. Et puis, ces jeux-là de fantasy, ça te bouffe du temps. Parce qu'on a eu Carlos Varela, donc le joueur de foot, l'ancien joueur de foot qui est scout pour Servette, qui disait que ça lui prenait un temps mais incroyable. Est-ce que toi aussi, des fois, tu te dis, mais putain, je prends beaucoup trop de temps pour faire mes line-up Ouais, non, NFL, c'est facile. C'est qu'un match par semaine aussi. Ouais. Ça, c'est aussi l'avantage. Et puis, on en parle beaucoup dans le vestiaire. On a vraiment plusieurs joueurs qui sont fans de cette ligue maintenant, qui montrent les matchs plusieurs fois pendant la semaine, aussi en Suisse-Allemagne. Et puis, je sais pas s'ils montrent ça en français, mais en Allemagne, ils C'est montrent RAN, ça. hein, Ouais, NFL RAN, ouais. ouais. Puis, donc on se prépare beaucoup pour ça. C'est assez intéressant. Il y a beaucoup de trades aussi dans l'équipe. Donc, il y a beaucoup de discussions entre nous. Des fois, il y a aussi des gars qui sont un peu fâchés. Et puis, c'est vraiment important pour l'équipe, je pense aussi à Lausanne, de parler de ça tous les jours. Et puis, ouais, ça me prend quand même du temps. Dans le Fantasy NHL, je ne suis pas très fort parce que tu dois aller tous les jours. Et puis, des fois, j'oublie, puis je m'énerve. Et puis après, je perds le match. C'est un peu différent. Et puis, Hockey Manager, alors là, on revient en Suisse. Tu connais un petit peu ou bien ça te dit rien du tout? Non, il y a des gars qui me disent que des fois, je suis trop cher. Oui, c'est vrai. Oui. On aimerait bien. 11 millions. 11 millions, quand Ouais, même. t'arrêtes pas de marquer des buts. Alors, Ouais, non, mais j'ai jamais joué ça en Suisse. Ça me dit rien, non. J'ai pas envie de jouer contre un gars que j'ai dans l'équipe, par exemple. Ça va pas, en fait. Il y a Motet, je le laisse marquer. Il est dans mon Ouais, équipe. non. Je sais pas si j'aurais monté dans l'équipe, quand même. Mais Oui, ce qui t'aurait fait non, des il y a points aussi l'autre soir contre Fribourg. Ouais, non, mais il y a du monde, mon entourage qui me dit que je suis trop cher. Et puis, ça, c'est un peu tout. Vous en parlez entre vous de ce genre de truc? Parce que nous, pour être clair, dans les gens qui suivent le hockey, journalistes et fans, ça devient un truc assez important. Il y a 12 000 personnes qui jouent. Faut faire son équipe, faut faire les transferts, etc. Je pense vraiment qu'il y a une communauté qui suit énormément. Toi, tu remarques ça ou bien justement, à part ton entourage, c'est une bulle entre nous plutôt? Ils savent un peu que moi, je suis pas trop le gars qui parle de ça. Mais après, je pense dans l'équipe, chez nous, il n'y a personne qui joue la Ligue suisse. Et puis, je sais que j'ai des amis maintenant à Lausanne qui me disent « Ouais, je t'ai mis comme capitaine » ou je sais pas, des trucs comme ça. Puis je dis « Ouais, je suis défenseur, vas-y, tu fais quoi en fait? Ça sert à rien. » Mais pas trop, on parle pas trop de ça, non. Plutôt la NFL, ça c'est vraiment tous les jours le sujet. Ouais. Alors, je vais reparler de NHL parce qu'on a une question de Ludovic qui demande si t'es plutôt Sakic ou Iserman. Ça, c'est une bonne question. J'ai souvent eu le 19 dans ma vie comme junior à cause d'Iserman, en fait. Je crois que le Ludovic en question, tu dois voir qui c'est. Hein. Ouais, je pense que c'est. Et puis, comme il est droitier, c'est un peu bizarre, mais j'étais un grand fan de Detroit Red Wings et puis de Steve Yzerman, c'est vrai. Donc plutôt Iserman. Ouais, maintenant je peux rien dire parce que je suis défenseur, ça sert à rien, mais j'avais la canne de Sakic, mais j'étais fan d'Yzerman, non, on peut dire ça. Bon, ça va, C'est hein, comme compliqué modèle. quand même, c'est un peu la rivalité, non? Oui, mais quand t'es un enfant comme ça, t'as aucune idée, donc... Non, ouais, maintenant je suis plus trop la NHL comme j'ai fait avant, mais maintenant je suis fan de Josi, c'est ça, on peut dire ça, c'est facile. Tu dis, étant enfant, est-ce que c'est possible que quand t'avais, je sais pas, 4-5 ans, on t'avait acheté un but de hockey et t'as dormi quelques nuits dedans? Ouais, il y a des photos de ça, oui. Il y a des photos de ça? Mais j'ai souvent dormi avec les choses que j'ai reçues à Noël ou bien à l'anniversaire. Mais à 4-5 ans, ça veut dire que le hockey, ça date de ça, cette passion du hockey? Oui, j'étais joueur de foot jusqu'à 6 ans. Et puis j'ai commencé jusqu'à 7 ans, j'ai commencé 6 ans le hockey sur glace. Mais avant, je jouais toujours dans le quartier du inline hockey avec tous les amis. Donc ouais, c'est clair que ça m'a fait du plaisir déjà à 4 ans de shooter sur ce but. Puis, qu'est-ce qui a fait que le hockey, pourquoi tout d'un coup tu t'es dit plus que le foot? J'avais juste plus de plaisir à jouer le hockey, c'était plus intéressant pour moi. Après, ouais, j'étais peut-être aussi plus fort dans le sport que dans le foot. Et puis, après j'ai dû décider, les parents ils m'ont dit t'as que le droit de faire un sport. Et puis après j'ai dit ouais, je vais faire le hockey. Ça, c'est pas sympa. Ça. Ouais, après il faut les comprendre aussi, c'est tellement difficile pour eux. Il y a la sœur qui fait de la natation, donc... c'était beaucoup pour eux d'aller je jouais à Dubendorf, j'habitais à Greifensee, c'était 10 minutes de route et puis ils ont dit ouais, il faut choisir quelque chose et puis le foot c'était dans le village, donc je pense qu'ils espéraient que je joue du foot mais à la fin je pense qu'ils sont contents, fiers de moi et moi je suis très content qu'ils m'ont aidé toute ma carrière de faire qu'est-ce qu'ils ont fait pour moi. Ils ont supporté beaucoup avec la voiture, surtout de conduire à Cloten tous les jours et puis ça c'est quand même
quelque chose qui est énorme pour un enfant d'avoir des parents qui aident, qui te soutiennent pour la carrière, ça c'est clair. Tu comprends, parce que c'est un sport, finalement, on se dit, c'est un sport qui est assez... c'est pas un sport de riche comme ça, dit comme ça, parce qu'on pense plutôt au golf, au tennis et tout, mais avec tout l'équipement et tout, t'as l'impression que les jeunes, il y en a encore beaucoup plus qui vont venir au hockey, où ça devient un petit peu compliqué de tourner avec... justement, amener les gamins aux entraînements, aux matchs. Ouais, ça c'est une question, je sais pas trop quoi répondre, c'est difficile. C'est clair que ça coûte cher le hockey pour les enfants. Les cannes, ils sont devenus encore beaucoup plus chers que quand moi j'étais joueur avec les cannes de bois. Donc ouais, c'est difficile à dire. Je pense que c'est une belle école de vie, le hockey. Je pense que ça peut être mieux que le foot. On apprend beaucoup de discipline, de l'esprit d'équipe déjà dans les jeunes équipes. Ça ne veut pas dire que tu dois devenir professionnel. Tu peux avoir une très belle école de vie, je dirais, dans les juniors. Et puis à 18 ans, tu peux faire ton apprentissage ou bien ton métier. Mais tu ne seras pas le gars à 14 ans qui va fumer des joints ou qui va boire de l'alcool. Donc ça peut aider aux enfants. Donc tu peux faire un investissement comme famille dans ce sport, mais sans être professionnel à la fin. Et puis ça peut aider à l'enfant de grandir. Puis toi, à côté du hockey, tu avais fait un apprentissage ? Oui, j'avais fait une école de commerce à Zurich, ça c'est clair, il faut, parce que moi je trouve ça c'est important aussi, parce que ça aide aussi pour le caractère. Ça aide si tu es blessé d'un jour à l'autre, mais ça aide aussi de te développer la personnalité, je dirais, d'être un peu le jeune qui doit acheter les croissants, qui doit ranger la salle, on peut voir un peu comment c'est quand tu es en bas dans la ligne de... On dit ça, nutrition, la ligne de nutrition. Ah oui, la chaîne alimentaire. Ouais, alors c'est ça, ouais. Alors moi, Joël, il y a un truc qui me frappe toujours. Je pense que Greg est assez d'accord avec moi là-dessus. C'est que quand on te prend à l'interview, tu es toujours, j'ai l'impression, extrêmement dur avec toi-même sur tes performances. Je pense que même si tu mets 3 buts, tu diras ouais, mais là, j'ai laissé partir un type. Ouais, ok, on a gagné, mais j'aurais pu mieux faire. Ça devient doux, ça. J'ai marqué une fois 3 buts, on a perdu le match, donc pas être content quand même. 4-3 après penalty. Mais ça vient d'où T'as aussi l'impression que t'es assez dur avec tes propres performances ? Oui, mais je pense, ça c'est un peu ma philosophie. Je pense que le moment que tu es satisfait avec toi-même, tu arrêtes de devenir meilleur ou de progresser. C'était toujours un peu à quoi j'ai cru dans ma carrière. Et comme j'ai commencé en Première Ligue, Ligue B, Ligue A, maintenant je peux aller international. Ouais, je vais pas arrêter de progresser. Ça, c'est mon seul but que j'ai personnellement tous les saisons. Et puis il n'y a rien à voir avec les points ou bien avec les buts. C'est vraiment comme joueur en général, grandir comme caractère. Et puis ça, c'est la seule chose que je veux faire personnellement. Devenir un meilleur coéquipier toutes les saisons. Et puis moi, j'ai l'impression pour faire ça, tu dois être jamais satisfait. Je pense que si un jour on peut gagner quelque chose, là, on peut parler ensemble et puis je vais être content. Mais sinon, je suis plutôt un gars qui n'est pas content après les matchs. Mais justement, moi j'ai l'impression quand on te parle à l'interview, et il n'y en a pas beaucoup avec qui j'ai ce sentiment-là ou cette sensation-là, c'est que tu nous dis vraiment ce que tu penses. Et j'ai souvent l'impression qu'on me bullshit un peu, on doit prendre match après match, blabla. Et avec toi, j'ai pas l'impression que c'est le cas. Est-ce que c'est vrai en fait ? Est-ce que tu dis tout le temps ce que tu penses à l'interview ? Cœur ouvert. Ou comment tu gères ce moment où tu t'exprimes devant une caméra ou devant un journaliste ? Pas vraiment toujours. C'est clair on est quand même un peu des robots dans cette scène d'hockey. Et puis après, c'est vrai, match après match, c'est pas juste quelque chose qu'on dit. C'est clair, on a perdu, on est fâché, on n'est pas content. Mais après, on sait que le lendemain, on peut rejouer, puis on a de nouveau le plaisir. Ça commence à 0-0. Mais donc, pour moi, même personnellement, j'ai juste la peine après le match. Juste que je vais dormir, je ne vais pas être content si on perd, mais si je joue pas bien. Ça, c'est juste le cas chez moi personnellement. Après, il faut toujours protéger ton équipe, tes coéquipiers, le club. Même si tu perds, tu dois toujours protéger et toujours penser positif à l'interview. Mais moi, des fois, j'ai juste un peu la peine de cacher mes émotions. Et puis après, je pense pas que je suis un gars qui va lâcher sur des autres joueurs. Mais après, c'est juste que mes émotions, des fois, il y a du monde qui aime, il y a des mondes qui n'aiment pas. Mais à la fin, c'est important qu'est-ce que ma copine me dit, qu'est-ce que ma famille me dit, le club, le coach et puis les joueurs. Le reste, les journalistes ou les fans, s'ils sont pas d'accord avec moi, ils sont pas d'accord. C'est leur opinion. Moi, je dirais, je m'en fous un peu, tu vois. C'est un peu ma vie, c'est mon entourage qui m'intéresse. L'autre jour, il y a une interview qui m'avait marqué à MySports où tu dis ouais, je préfère pas vous répondre parce que je vais dire des bêtises. C'est ça. Est-ce que après tu te dis non mais j'aurais dû lui dire n'importe quoi en fait et pas dire ça ou finalement c'est comme ça que tu es et puis tu regrettes pas finalement c'est normal.
Ouais, j'ai eu beaucoup de réactions sur cette interview à la télé après ce match. Je crois que c'était contre Zouk, je suis pas sûr. J'étais juste tellement fâché et puis pas que moi, on était tous fâchés. Dans le vestiaire, il y avait une ambiance fâchée, on était déçus de nous-mêmes. Et puis après, je pense que j'ai rien dit de méchant sur quelqu'un d'autre. J'ai juste dit qu'est-ce que je pense, mais j'ai pas dit la vérité parce que j'étais tellement fâché, je voulais dire des mots que j'avais pas le droit de dire à la télé. Ouais. Après, j'ai dû m'exprimer un peu déçu, je dirais. Et puis il y a beaucoup de monde qui ont dit que c'est bien, il y a beaucoup de monde qui ont dit ouais, t'as pas le droit de faire ça. Mais après, je me dis Ah bon? Vraiment? bah, il y a quand même des joueurs qui disent d'un professionnel accepte le rôle de l'interview et puis dit qu'est-ce qu'il faut dire. Mais moi, je dis, il y a un gars qui paye un billet pour voir nos matchs et puis ils sont fâchés parce qu'on donne pas, je dis pas, on donne pas notre, je dis pas le meilleur, mais on n'arrive pas à faire on n'arrive pas à exécuter, on dirait. Ouais. Et puis après, il a le droit de voir aussi quelqu'un qui est fâché. Donc, eux, ils sont fâchés, les fans. Nous, on est la même chose, on est fâchés aussi. Puis pourquoi pas montrer ça aux fans ou bien aux supporters à la maison, à la télé, d'être un peu honnête, quoi. Moi, je pense qu'il y a plus de gens qui aiment bien ça, cette honnêteté. Dans le monde d'aujourd'hui où justement tout est lisse, où il faut pas trop dire parce qu'on sait jamais qui on peut blesser peut-être. Oui, après, il faut juste être clair. Il faut juste protéger le club, protéger l'équipe, protéger les joueurs. Ça, c'est clair. Mais tu peux personnellement quand même dire que tu es fâché. Je pense que ça, il n'y a pas de miracle après la fin. C'est juste moi-même qui est fâché avec la situation. On parle des émotions. Toi, tu as souvent relevé ce point en disant ah ouais, bah, moi j'aime bien, tu joues avec les émotions. Il y a eu une interview des coachs, des assistants de Lausanne dans le magazine du club qui parlait justement d'essayer de niveler les émotions. On a l'impression, bah, on a vu aussi à Fribourg lors du match, quand Motet marque, il y a vraiment cette émotion. C'est important, ces émotions. Tu as de la peine justement à te dire faut que je calme un peu le truc. Parce qu'on a l'impression que tu es l'incarnation à Lausanne, finalement, de l'émotion, quoi. Quand tu marques, tu étais vraiment... tu extériorises, tu es vraiment heureux, quoi. Ouais, je pense qu'on est heureux quand aussi un autre qui marque. C'est important de, je dirais, célébrer le but quand il est important. C'est clair que si c'est en 7-1 ou bien en 1-7, il ne faut pas faire une célébration. Tu n'as aucune raison de faire ça. Mais notre coach aussi, il nous soutient. Si tu marques un but important, tu as le droit de mettre les émotions, la passion dans le public. Ça, c'est clair, on a besoin de ça. Surtout à Lausanne, on a tellement de public incroyable. Si on peut faire un but important puis célébrer avec les fans, ça donne encore plus d'énergie dans le stade. Donc, je pense qu'ils disent les émotions en général dans le jeu, mais pas les émotions après un but. Comme ça, eux, ils sont aussi fans de les célébrations, ça, c'est clair. Il y a une petite frustration des fois du style qui est peut-être un peu attentiste, où on a l'impression de l'extérieur qu'il l'est, alors que quand on voit votre pressing en box-play, par exemple, vous êtes agressif à certains moments, mais globalement, des fois j'ai l'impression que les gens sont un peu sur leur faim quand ils quittent la patinoire. Toi, tu le ressens aussi comme ça? Non, je dirais notre système, sur le papier, il est parfait en fait. Le coach, il nous dit, soit vous êtes agressif, soit vous protégez le milieu. Et puis ça, pour moi, ça c'est vraiment important. Le système, tout le monde qui sait comment on le joue. Après, c'est à nous les joueurs, on doit être dans notre tête, le mindset, il doit être tellement clair, agressif, qu'on puisse aussi jouer comme ça sur la glace. Et puis dans quelques matchs qu'on a perdus ensuite, on n'était pas prêt à travailler dur. Et si on patine pas assez, on ne travaille pas assez dur, là, notre système, il est un peu plus passif. Mais notre but, comme équipe, c'est clair qu'on veut toujours avoir le bon mix, la bonne balance entre attaque et défense, ça c'est clair. Mais nous, on veut toujours jouer agressif. Mais des fois, l'adversaire, il est plus vite que nous, ou bien, je sais pas, ils sont plus en feu que nous. Donc, c'est plus difficile à créer ces 2 contre 1, ces petites chances pour nous. Soit dans la zone défense, on va vite prendre le puck et on va directement en avant, ou soit si c'est en zone attaque, de créer ces fautes de l'adversaire. Mais le système, chez nous, il est parfait écrit. Donc, c'est à nous, les joueurs, de le mettre en place. Et puis ça, c'est le point difficile, d'être agressif au niveau dans la tête, mais aussi dans les jambes, d'être toujours prêt à patiner et puis surtout de supporter ensemble. Donc, si un joueur il va à fond dans notre système, ça ne sert à rien parce qu'on doit être les 5 ensemble. Soit on va les 5 ensemble agressifs, soit on est les 5 ensemble assez passifs. Et c'est surtout le premier qui décide. Donc, c'est ça qui est difficile chez nous, mais je pense qu'on commence à le maîtriser tous les matchs un peu plus. On était assez fatigué mentalement ou bien aussi physiquement avec la Champions League. Et puis, c'était aussi ça un peu une raison qu'on n'a pas pu faire notre système à fond. Mais à la fin, sur le papier, on est parfait, je dirais. C'est vraiment les coachs nous donnent tous les matchs une chance d'être préparés à fond. On sait exactement qu'est-ce qu'il fait l'adversaire. Et puis ça, c'est vraiment important à savoir parce qu'il y a beaucoup de fans des fois qui disent qu'on est passif finlandais, mais ça, c'est pas le cas. Le système, il nous donne le droit d'être agressif. Mais après, c'est à nous les joueurs d'être prêts dans la tête et surtout dans les jambes, de patiner à fond
pour en fait mettre ça en place. On a une question de Thomas Chris qui dit si tu pouvais revenir en arrière, essayerais-tu de jouer en défense en fait dès le départ quand tu étais plus jeune? Non. Non. Parce que je pense que si je peux dire quelque chose. Oui, bien sûr. J'ai tellement appris des choses que les défenseurs n'ont pas appris. Ça me donne tellement l'avantage. Par contre, aux autres, c'est clair que j'ai beaucoup des petits détails que j'ai jamais vraiment fait. Je l'ai fait depuis 5-6 ans, mais je pense que tu peux adapter ça à ton jeu. Mais les choses que j'ai appris devant le but, ou bien de savoir où les autres attaquants ils vont aller, ça, les défenseurs, ils savent pas. Donc, je n'irai jamais un autre chemin comme je l'ai fait maintenant. Ça, c'est vraiment important à savoir. On a une autre question de Grégory. Quel est, selon toi, l'attaquant contre lequel il est le plus difficile de défendre dans cette ligue? Je pense qu'il y a plusieurs réponses là. Ça dépend de la situation. Soit c'est devant le but. Je pense que ça doit être Moser ou Baltisberger devant le but. C'est vraiment difficile à gagner ta place. Si c'est en encontrant avec le puck, je pense qu'il vient sur toi, sur le but. Julien, il est vraiment fort parce qu'il est tellement grand. Donc, il a toujours une possibilité de te prendre le shoot. Et puis toi, comme défenseur, tu veux juste pas qu'il prenne le shoot en fait. Tu veux bloquer le shoot ou bien tu veux forcer l'attaquant à faire en jeu derrière le but, par exemple. Après, dans le coin, il y a Ambul, Marchini, des gars comme ça qui vont tellement vite, qui tournent tellement vite. Et moi, des fois, c'est un peu difficile à défendre ça. Mais en général, en contrant, c'est difficile à donner une réponse. Question de Thomas Chris encore qui disait c'est quoi ta qualité première? Alors il donne des pistes. Est-ce que c'est ta rage de vaincre, ton shoot, ta technique ou autre chose? Difficile. Je pense que je suis le plus connu pour mon shoot dans la ligue. Dans l'équipe aussi, j'ai la chance de jouer une position en powerplay qu'on me donne la confiance pour shooter. Et puis à la fin, je dirais c'est quand même ça qui me fait un peu le joueur que je suis. C'est mon shoot. C'est aussi ça qui fait qu'en partie, il y a plein d'autres qualités, mais l'équipe de Suisse, c'est aussi ça qui est intéressant, d'avoir un joueur qui peut marquer des buts sur le powerplay, quoi. Oui, bon, je joue pas souvent en powerplay au championnat du monde après à la fin, mais j'essaie d'être un joueur complet. Comme j'ai dit, je vais tous les 16 ans, je vais progresser, donc mon but c'est de devenir meilleur dans toutes les situations, aussi défensivement, même s'il n'y a pas tout le monde qui veut le croire. Je compte des fois comme défenseur offensif, mais mon but c'est vraiment de défendre à fond jusqu'à la fin du match et puis de ne pas encaisser. Malheureusement, j'encaisse souvent des buts. C'est clair que je veux devenir meilleur en contrant, meilleur au niveau de bloquer les shoots. Mais je veux aussi quand même progresser avec mon shoot et puis mes actions devant le gardien adverse. On va continuer le tour des questions. Vu qu'il y en a eu quelques-unes, il y en a une qui m'a intéressé. C'est le bloc de Plouf, il s'appelle. C'est quelqu'un qui est très à cheval sur ce qui est sanction disciplinaire de la part de la Ligue, disons. Okay. Sa question, c'est il est difficile pour le public de distinguer une ligne de conduite dans les décisions du juge unique. Est-ce plus clair pour les joueurs? Est-ce important pour les joueurs de comprendre les décisions? Déjà, pour nous, ça ne devrait pas être un sujet. On devrait juste jouer correct et puis, je dirais à la limite, mais on ne devrait pas penser à qu'est-ce qui peut se passer après si je fais une charge contre la tête. On ne devrait juste pas les faire, je dirais moi-même. Tu n'as jamais été pénalisé de 5 minutes d'ailleurs, c'est juste? Je crois pas, non. Donc, mais tu dis de trouver la limite, mais est-ce qu'elle est claire, la limite, justement pour... Toi, tu as une limite claire, tu sais exactement comment ça va être jugé, ou justement tu sens qu'il y a aussi une zone un peu floue? Je pense pas du tout au juge, je pense à l'arbitre qui est dans le match. Et puis, qu'est-ce qui est important pour moi, c'est si je fais une faute, si c'est 2 ou 5 minutes. C'est ça qui est important parce que c'est ça qui est pas bien pour l'équipe. Mais je dirais jouer à la limite de ces 2 minutes, faire des coups de canne devant le gardien, des cross-checks. Les arbitres, ils te parlent sur la glace. Puis après, moi, j'ai juste pas envie de prendre un gars open eyes dans la tête. Mais après, je comprends les joueurs, des fois, c'est des accidents. Souvent, c'est des accidents. Mais si c'est un joueur qui fait ça plusieurs fois pendant 5-6 ans, tu sais que c'est aussi un problème de respect, c'est clair. Mais après, les sanctions, moi, je vais pas trop dire quelque chose sur ça. Ça, c'est pas ma décision. Je peux pas contrôler ça. Donc, j'y pense même pas quand je joue. C'est un gros débat autour du hockey, justement. Les gens en parlent beaucoup, se disent « Ah, mais attends, lui, il a pris tant de matchs alors que lui n'a pas été suspendu. » Ouais, on compare souvent. C'est beaucoup comparé. Est-ce que vous, entre joueurs ou justement dans le vestiaire, ça vous arrive justement d'évoquer ce genre de sujet? Chez nous, c'est clair que si quelqu'un a une pénalité de match, on y parle. On va dire tu crois combien de matchs tu vas avoir, est-ce que tu vas être suspendu ou pas. Et puis, je comprends tout le monde qui va comparer ça, c'est clair, parce qu'il y a des fois des clubs où il y a des fans qui disent « Ouais, mais notre joueur, il a ramassé 5 matchs et l'autre, il a que 2 matchs. » Donc, je comprends qu'il y a des gars qui sont fâchés. Mais nous, je pense pas qu'on a le temps ou l'énergie pour parler de ça. Ça nous sert à rien du tout, en fait. C'est peut-être Yann Alston qui peut parler à la Ligue, c'est peut-être Ville qui parle avec Yann, mais nous, les joueurs, on n'a rien à voir avec ça. C'est juste, il faut avoir du respect. Si tu fais une faute, tu dois accepter
la pénalité, puis l'amende, et puis après, d'essayer de ne plus faire la même faute dans la saison, ou bien même dans la carrière. Puis pour moi, ça, c'est le point, et puis c'est fini. On a une question de Fabrice Portman, je la trouve assez intéressante parce que ça rejoint un petit peu des fois ce qu'on dit, et notamment quand il y a eu la signature de Chris Baltisberger, quand il a re-signé à Zurich, et Greg en avait parlé, c'est pourquoi certains Alémaniques ne veulent pas traverser la Sarine. Alors, je dirais peut-être Alémaniques, surtout peut-être sortir un Zurichois de Zurich, puis toi, comme tu as vécu à Dubendorf, puis que tu es venu, tu as visité la Suisse un peu en Valais, à Neuchâtel et tout. Tu as l'impression que certains Alémaniques, passer la Sarine, c'est compliqué. Bon, après, si tu joues à Zurich toute ta vie, en junior, après en première équipe, tu gagnes des titres avec l'équipe, tu es important pour cette équipe. C'est une question aussi pourquoi tu partirais dans une autre équipe, soit Lausanne, soit Lugano, soit Davos. Ça te sert à, mon opinion, ça sert à rien. Tu restes à Zurich parce que tu es déjà en leader là-bas, puis tu fais ta carrière là-bas, comme Seger il a fait, comme Gehring, je pense qu'il va faire, et Baltisberger aussi, et Fleuler, tous les mêmes. Chervé à Berne, pourquoi il devrait partir de Berne? C'est le héros là-bas, puis c'est un des meilleurs joueurs qui joue dans ce club depuis longtemps. Pourquoi il devrait changer de club? Moi, j'aimerais bien rester ici. Je suis venu assez tard ici, comparé aux autres, mais je ne me vois pas pourquoi je devrais jouer à Zurich. Ça me rend pas... je sais pas, ça me sert à rien en fait. Moi, je veux être ici, je veux être leader ici, je veux gagner quelque chose ici, je veux pas aller là-bas pour plus d'argent, par exemple, tu vois. C'est un peu ça les questions qu'il faut te poser. Donc pour toi, il n'y a pas de Rösti-Graben entre les Alémaniques, c'est juste des opportunités finalement. Peut-être il y a des gars qui ne parlent pas français, qui ont peur de venir ici, mais il y en a aussi beaucoup de joueurs suisses-alémaniques qui sont venus ici, dans l'histoire du club. Donc, ouais, c'est facile à dire ça comme pour provoquer un peu la situation, mais je dirais le Rösti-Graben, il n'est pas trop présent. Moi, je crois qu'il y a 2-3 romans qui ont peur de venir à Lausanne parce qu'ils ne parlent pas assez suisse-allemand. C'est pas ça le truc maintenant? Non, je pense pas. Je pense que les Romans, ils aimeraient bien venir ici quand même. Tu sens, quand tu es en équipe de Suisse, par exemple, ou que le Lausanne intéresse davantage qu'il y a peut-être, ne serait-ce que 2 ans ou 3 ans, les premières fois où tu es allé en équipe de Suisse, des joueurs d'autres clubs qui se renseignent ou qui contactent pour potentiellement venir ici? Oui, déjà, quand tu es en équipe suisse, toujours les joueurs qui n'ont plus de contrat, tu les essaies un peu de... les recruter. Recruter, et puis tu leur parles un peu de comment elle est belle, la ville de Lausanne, et puis le lac, il est trop beau, les fans sont incroyables, le stade, il est génial de nouveau, tu vois, tu donnes un peu toujours les points positifs. Mais je pense qu'il y a tous les joueurs de tous les clubs qui font ça en même temps. C'est un peu ça, surtout avec les joueurs qui n'ont plus de contrat. Mais c'est clair que depuis qu'on a ce stade, ou bien depuis qu'on sait qu'on va avoir un joli stade, il y a plusieurs joueurs qui sont intéressés. Après, il faut être honnête, l'argent, ça aide. Bien sûr. C'est comme Lugano à l'époque. L'argent, ça aide aux Suisses allemands de venir chez nous, ça c'est clair. Mais on a plusieurs points que juste avoir un bon salaire à Lausanne. On a le plaisir dans l'équipe, on a un bon vestiaire. On a, comme j'ai dit, la Vaudoise Arena, elle est quand même incroyable pour être un joueur de cette équipe. Mais ça, on a l'impression, effectivement, moi je me disais, il y a une nouvelle patinoire, mais on a l'impression que ça compte quand même pour un joueur d'avoir des vestiaires, d'avoir des infrastructures qui sont modernes finalement. Oui. Ça, c'est vrai? Oui, ouais, c'est clair. Je pense qu'ils ont vraiment bien fait. Ils ont pu aussi un peu décider comment ils le font, le vestiaire. Et puis ça peut juste aider. Il n'y a sûrement pas un joueur qui va dire non, je viens pas à Lausanne, la patinoire elle est trop belle. Tu vois, ça peut que aider. Donc il y a plusieurs points pour décider si un joueur il veut changer. Mais chez nous, pour l'instant, il y a quand même plusieurs points qui sont vraiment positifs. En regardant un petit peu, on pose souvent cette question aux joueurs qu'on voit. Sur les réseaux sociaux, t'es pas hyper actif. Toi, tu te dirais que t'es un peu old school. Puis il y a juste un truc, c'est Jamal Skywalker, c'est ton pseudo sur Twitter. Je me dis, t'es quoi, t'es fan de Star Wars? Puis ce Jamal, il vient de quoi? Non, c'était un vieux film. Il y avait un gars qui s'appelait Jamal Skywalker. Comment dire ça propre? Je suis un fan des gangsters de l'époque, et puis j'aime bien les films avec les rappeurs et tout ça. Donc ça c'était longtemps. Ce nom j'avais déjà au MSN, je sais pas, à l'époque, oui. Messenger là, donc je l'ai gardé. Et puis pour les jeunes qui nous écoutent, MSN si jamais c'était avant Facebook. C'était avant. Après Facebook, Instagram, moi j'ai personnellement ça me dit rien.
J'ai pas envie de montrer qu'est-ce que j'ai comme vie. Je suis assez content. Et puis, ma copine et moi, on aime bien notre vie. On ne doit pas le montrer à tout le monde. Et je comprends les gars qui l'ont. Il y a des gars qui peuvent faire de l'argent avec. Et puis, il y a des gars qui préfèrent avoir des amis dans les réseaux sociaux que les amis dans la vraie vie. C'est un peu mon opinion à moi. Tout le monde qui me déteste pour ça, je sais. Mais... après, Twitter, moi, j'aime bien parce que je peux lire qu'est-ce qui m'intéresse. Et puis, ce n'est pas que des photos, c'est souvent des textes. Comme je m'intéresse beaucoup pour la NFL, et pour la NHL, et pour la NBA et tout, je peux tout suivre avec les journalistes que j'aime. Et puis, à la fin, moi, je ne l'utilise pas du tout pour montrer ou bien pour gagner quelque chose au niveau des followers ou des trucs comme ça. Ça me dit rien, en fait. Je pense, pour moi, c'est juste l'énergie que dépenser. J'ai pas envie de dépenser l'énergie avec ça. Et puis, il y avait encore une chose, c'est l'association Zoe for Life. Tu es très, très impliqué. Oui. Tu me diras, être impliqué dans une association qui pense faire du bien aux enfants qui ont le cancer, c'est plutôt super, quoi. Donc, mais qu'est-ce qui te plaît particulièrement là derrière? Pourquoi ça te touche autant, finalement? Moi, je pense déjà en Suisse, on ne parle pas assez du cancer d'enfance. C'est un sujet qui est tellement important dans la vie de beaucoup de familles, beaucoup d'enfants. Et puis, moi, j'ai eu la chance d'être dans le vestiaire quand les parents de Zoé, qui sont devenus des bons amis, qui sont les chefs de l'association, ouais, qui sont venus dans le vestiaire parce que Zoé, c'était un enfant qui est mort du cancer, qui a dû faire le puck drop à Lausanne pendant un match. Mais malheureusement, elle était morte avant. Elle est décédée avec le cancer avant. Et puis, c'est sa sœur qui a fait finalement le puck drop. Et puis moi, j'ai eu la chance d'être dans le vestiaire quand ils sont venus. Et c'était une situation qui m'a un peu réveillé, qui était vraiment triste, mais tellement émotionnelle aussi. J'étais vraiment touché par cette famille qui est super maintenant. Je les adore, mais c'est vraiment un point qu'il faut supporter dans mon opinion. Je sais qu'il y a plusieurs choses dans le monde qu'il faut supporter, mais moi, personnellement, je me suis dit je vais supporter quelque chose, une chose très importante. Et puis pour moi, ça, c'est le cancer d'enfance. Et puis, je pense qu'on ne peut jamais faire trop pour cette association, mais à la fin, ce n'est pas l'association qui compte, c'est vraiment le sujet. Et puis... en Suisse, mais dans le monde aussi, il faut trouver ces solutions pour guérir ces enfants. Et puis, pour ça, on a besoin de l'argent, on a besoin du support des sportifs, mais aussi des anonymes. Et puis, je pense que je fais pas assez pour cette association, pour ce sujet. Il y a toujours plus de potentiel, il y a tout le monde qui peut faire plus. Et puis, ça, c'est juste important pour moi parce que j'ai une relation avec la famille et j'ai eu la chance de voir comment c'est, de me réveiller. Et puis, je pense qu'il n'y a pas assez de sportifs, surtout en Suisse, qui font ce pas en avant. C'est égal quel sujet, ça peut aussi être le feu en Australie maintenant, ça peut être n'importe quoi, c'est juste important d'aider. Et puis ça, c'est vraiment un point qui me touche moi personnellement, mais aussi ma famille et puis ma copine. Et puis j'ai eu la chance de recruter 2-3 joueurs qui vont aussi aider. Et puis on ne peut jamais aider assez. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour le monde. Voilà, on arrive au terme de cet épisode spécial Joël Giannazzi et spécial Lausanne, du coup, vu qu'on a eu des Genevois, des Fribourgeois, comme on a dit en préambule, un Bernois, il fallait passer par Lausanne. Merci beaucoup d'être venu à notre micro, c'était un plaisir. Ouais, merci à vous deux. Et puis bonne suite de saison. Le plus dur est derrière vous, là, maintenant, avec cette passe difficile en décembre. Oui, j'espère. Je pense qu'on a la confiance pour avancer. Des fois, tu as besoin des périodes un peu négatif pour grandir comme équipe, mais je pense qu'on a passé la plus mauvaise partie, j'espère. Ouais. C'est ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup et puis à bientôt. À bientôt.